Après avoir traité les innovations écologiques et managériales, on va traiter donc cœur de l'innovation technologique avec donc 3 sujets pour 3 tables rondes. Donc dans cette première table ronde, donc effectivement, nous allons nous centrer sur l'arrivée des robots dans notre vie et sur la future cohabitation homme-robot, sur les implications que cela peut avoir. Et pour cela, je passe tout de suite la parole à Laurence de Villers, donc qui est professeure à la Sorbonne, qui est chercheuse dans le cadre du CNRS en intelligence artificielle et qui vient de faire la couverture de Science et Avenir de ce mois-ci. Oui, et évidemment, ce sera tout en français, donc vous avez les headphones. For the English speaker, you have the headphone like yesterday, but now I'm sure you know, all of you, that you have the headphone for the simultaneous translation because it will be all in French. Donc Laurence, dont je dis qui est particulièrement d'actualité puisqu'elle vient de faire la couverture sur l'intelligence artificielle du célèbre magazine, pour ceux qui ne sont pas français, c'est un des principaux magazines de sciences en France, Science et Avenir. Donc Laurence a la parole pour nous présenter la façon dont elle voit la cohabitation de l'homme et des robots et la façon dont cela peut impacter en quelque sorte notre société. Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis chercheur, c'est-à-dire que normalement je ne parle pas à cet hémicycle, je parle à des personnes qui sont expertes dans mon domaine, et mon domaine c'est le traitement du signal, les systèmes de dialogue, l'apprentissage machine, le deep learning, voilà. Et en général je montre des expériences et des résultats. Donc c'est un nouvel enjeu pour moi de parler plutôt à une large audience et à une audience d'experts pluridisciplinaires en philosophie ou en psychiatrie. Je vais aussi parler à des médecins, etc. Parce que j'ai trouvé qu'il était urgent en fait pour les chercheurs qui connaissent la technologie actuellement mise dans des robots de venir parler à tout le monde. Il y a en fait, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre en tout cas, qui s'appelle Des robots et des hommes. On partage des mythes, des fantasmes qui sont amplifiés par tout ce que racontent les médias et même des scientifiques. Et puis il y a la réalité. Donc c'est pour parler de la réalité que je sors de mon laboratoire. Alors, première chose, les robots, on en voit de différentes sortes. Il y en a déjà dans le quotidien, on voit des robots aspirateurs. Ce sont déjà des machines qui ont une certaine autonomie. Elles vont se recharger toutes seules. Certes, on ne discute pas avec elles. On voit arriver aussi les chatbots, qui sont des machines justement qui conversent. Donc, elles conversent. Moi, j'ai Google Home chez moi, Alexa, Amazon. Certes, je converse en anglais, mais elles vont arriver bientôt. Enfin, il y en a une qui est vendue actuellement à la Fnac, donc on va en avoir chez nous. Et puis, il y a les assistants robotiques, dont vous voyez quelques exemplaires, notamment de la société SoftBank en France, chez Carrefour, ou dans des trains donnant des conseils aux voyageurs. Voilà. Les robots, donc, ils vont pas arriver, ils sont là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il faut prendre conscience que on nous balade avec des fantasmes et de la futurologie sur ce qui va se passer, et on s'occupe pas de notre quotidien, avec besoin de régulation urgente de l'attitude qu'auront ces machines vis-à-vis de nous, et puis des capacités qu'on connaît de ces machines. Donc il faut, premièrement, éduquer énormément sur les capacités de ces machines et qu'est-ce qu'on va en faire. Comment on va évoluer avec ces machines. La machine, on cherchait, on essaie de leur donner des capacités d'adaptation, d'apprentissage à partir de l'humain. Comment l'humain, lui, va apprendre de la machine et comment il va s'adapter. Vous avez tous un téléphone. Est-ce que vous connaissez encore des numéros de téléphone ? Ben non, parce que c'est la machine qui a votre mémoire. Donc on va désapprendre des choses. Il faut être vigilant pour savoir qu'est-ce qu'on va désapprendre. On parle beaucoup d'isoler les gens. Ça peut être le contraire. On peut créer du lien social avec ces machines. Moi, j'ai travaillé beaucoup en expérience d'usage dans des living labs et également dans des maisons de retraite avec des robots que j'ai dotés de capacités de parler et des scénarios de stimulation cognitive, de stimulation émotionnelle. Et c'est intéressant de voir que ça peut aider des gens à sortir d'un mutisme pour les amener vers reprendre la parole et reprendre la parole avec les humains. Donc il faut arrêter de dire que la machine isole. Elle peut être aussi utilisée en bonne intelligence, non seulement humain-machine, mais plusieurs humains et une machine. Donc on peut très bien aussi utiliser une machine comme médium. J'ai vu une excellente expérience faite à Nantes où les jeunes garçons autistes ne voulaient pas parler à leur entourage, mais ils pouvaient parler à travers la machine. C'est-à-dire qu'ils tapaient des mots et la machine parlait à leur place. Et là, ils parlaient. Donc il faut comprendre en fait quels sont les bienfaits, en quoi ça peut être positif pour nous, et arrêter de penser seulement au danger. On pense au danger parce qu'on se trompe sur 3 grands sujets. Le premier, c'est les avancées en neurosciences.
Les avancées en neurosciences, on ne sait pas ce que c'est que le substrat de la pensée, on ne sait pas ce que c'est que la conscience, on ne sait pas tout sur les émotions. Et pourtant, on prétend qu'on va pouvoir réduire l'homme à une machine. On surinterprète les capacités en informatique. L'informatique réduit énormément. Je ne suis pas seulement un corps et un esprit, j'ai aussi une chair. Dans ma chair sont contenues plein de choses. Les émotions, c'est dans la chair qu'on les ressent. Comment vous voulez qu'un robot, à l'heure actuelle, qui est en métal, qui ne contient rien de vivant, puisse avoir des émotions? J'entends des bêtises monumentales. Le robot ne comprend pas les émotions, n'a pas d'émotions, n'a pas de ressenti de cet ordre-là, et n'a pas d'autre but que ceux qu'on va mettre à l'intérieur, nous, ceux qui les programmons. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et du coup, le troisième fantasme, c'est la super-intelligence. Donc, excusez-moi, pour l'instant, on sait très bien que la machine peut faire des choses bien mieux que nous, très spécifiques. Par exemple, ma bande j'entends sur une bande de fréquence qui est limitée. Ça, c'est l'oreille humaine, voilà. Et ben, mon robot, lui, peut entendre des ultrasons, des infrasons, bien entendu. Et il y a d'autres capacités qu'il peut avoir. Donc, il a pu gagner contre des champions de jeux de Go. Mais est-ce que c'était égal? D'un côté, il y avait 100 ingénieurs entraînés, il y avait des champions qui l'ont entraîné aussi, il a joué contre lui, il avait à l'intérieur de l'apprentissage machine avec des heuristiques. Des heuristiques, c'est en fait, si l'ensemble des possibles est trop large, on va prendre des choix qui sont liés à des intuitions informatiques. Le hasard est très utilisé en informatique, mais ce n'est pas pour ça que c'est de l'intelligence, au sens humain. Donc restons sur l'idée que le système simule, le robot simule des comportements et des capacités intelligentes. L'intelligence artificielle, c'est ça, c'est vouloir donner à la machine des simulations, des capacités, des humains. C'est pas autre chose que ça. Qu'est-ce qu'un robot? C'est une machine capable de percevoir de son environnement, de raisonner avec les perceptions qu'elle a eues et de répondre par une action ou verbalement. Ces machines seront de plus en plus dotées de capacités d'apprentissage, que j'ai dit, donc il va y avoir cet attachement aux choses. C'est les choses, je projette sur elles, en fait, je les humanise. Je le fais avec ma montre qui m'a donné mon grand-père, je le fais avec ce petit robot aspirateur qui passe au milieu de mon salon et qui aspire tout seul. J'ai eu des gens qui m'ont demandé, suite à ce livre, je réponds à des courriers de lecteurs. Le robot s'est arrêté au milieu de mon salon, que pense-t-il? Vous voyez qu'on a quand même du travail. Et d'autre part, je finis par ce qu'il y a de plus peut-être perturbant, mais qui en même temps a besoin d'être expliqué. Je travaille donc dans un domaine très émergent, enfin, depuis 2000 à peu près. J'ai travaillé sur beaucoup d'interactions en dialogue humain-humain. Et je me suis aperçu que pour se comprendre, eh bien, il fallait mieux comprendre aussi les émotions des gens. L'affectif jouait un grand rôle dans les interactions sociales. Donc, je fais partie de ces gens qui travaillent sur ce domaine qu'on appelle affective computing ou intelligence émotionnelle, qui a 3 grandes technologies, qui est né en 97 au MIT, les travaux de Rosalind Picard, qui est un chercheur éminemment connu avec qui j'interagis d'ailleurs. 3 grandes technologies, détecter les expressivités des émotions, ce qui ne veut pas dire détecter les émotions des gens, ni les comprendre, mais juste détecter ce qu'on peut détecter dans les signaux audio, dans le fait que j'agite mes mains, dans mon visage qui sourit ou qui ne sourit pas. Voilà, ce sont des indices. Et puis ensuite, essayer d'interpréter ces indices et de raisonner pour pouvoir répondre à la personne. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir adapter chaque machine à chaque personne, si on fait ça. Les réponses empathiques sont un peu compliquées. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? C'est essayer de créer du lien avec les autres. Donc, lorsque je fais une réponse empathique, ou je suis triste parce que vous êtes triste, ou le robot, je vous dis « je vous aime », c'est un menteur, évidemment, puisqu'il n'a aucun ressenti. Mais, dans certains cas, ça peut être utile d'avoir cette interaction rapide, à condition de savoir quelles sont les capacités de la machine. Et c'est là où il y a une arnaque, quelque part, qui n'est pas liée seulement aux chercheurs, parce que les chercheurs crient et sortent de leur labo pour dire la même chose que moi, ne vous faites pas tromper par tout ce qu'on entend dans les médias, qui vous emmènent sur des croyances qui sont inexactes. Effectivement, il y a souvent cette confusion qui est le fait que la machine est capable, la synthèse de la parole, ça a été fait il y a longtemps. On peut synthétiser la parole de De Gaulle, et je peux même synthétiser la parole de De Gaulle ayant trop bu. Vous voyez, donc ça peut aller très loin. Donc c'est à nous de décider finalement quelles sont les limites que l'on veut donner dans la société. Et donc la synthèse émotionnelle, dire vous êtes formidable, je vous aime, c'est voilà, la science-fiction. Eh bien, ça peut être possible. Et donc on voit bien que là, il y a quelque chose d'obscur, c'est-à-dire que la personne en face ne sait pas.
finalement, si derrière c'est une machine ou c'est un humain. Et ça, c'est des vrais enjeux. Donc je suis impliquée, et je terminerai là-dessus, dans des commissions qui parlent beaucoup d'éthique sur la recherche, d'éthique et de régulation au niveau français. Donc dans la CERNA, on est une vingtaine de personnes, on dépend d'Alisten. Alisten, c'est le regroupement de l'INRIA, CNRS, Grandes Écoles, Télécom Paris, l'EMIL, etc. Et on travaille beaucoup sur ces rapports-là. Je peux vous donner des liens, on a des liens disponibles, des rapports sur l'apprentissage machine et sur la robotique. En disant, attention, on ne veut pas confondre le vivant et l'artefact, ce qui n'est pas toujours le cas dans toute culture. Faites attention, il y a des cultures différentes au Japon, je vais beaucoup travailler au Japon sur ces sujets, et on n'a pas les mêmes mythes, on n'a pas les mêmes croyances. L'animisme, et on est pour quelque chose, et je pourrais en parler plus longtemps, mais je crois que je n'ai pas beaucoup de temps. La dernière chose, c'est que je suis impliquée au niveau international, donc on s'en préoccupe de ces sujets dans la société savante qui s'appelle I3E, qui a monté depuis mars 2016 une initiative autour des machines intelligentes et autonomes pour essayer de comprendre les limites à donner, réguler au niveau des lois, réguler au niveau de l'éthique by design, c'est-à-dire comment on design ces machines. C'est pas après coup l'éthique, c'est pendant qu'on est en train de faire les machines qu'il faut y penser. Je finis par 4 verrous. Le premier, regardez en tête, éduquer. Le deuxième, trouver ces règles éthiques ou ce comportement éthique. Je me base en général sur les travaux de Ricoeur pour définir l'éthique comme étant un compromis entre les capacités, les désirs et finalement la morale. Et j'en parle beaucoup dans mon livre. Et donc deuxièmement, se trouver des règles qu'on veut mettre, éthique by design, etc. Ensuite, des outils pour vérifier que ces règles sont bien introduites dans ces machines. Avoir la possibilité d'avoir des capacités listées aussi quand on utilise ces objets, que ce ne soient pas des objets en aveugle, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ou pas. Et en dernier, se donner des règles juridiques en cas d'abus. Donc c'est évident qu'il faut parler de règles et de droits dans ce domaine-là, et surtout de responsabilité, et souvent de co-responsabilité, puisque quand on fait de l'apprentissage machine, le concepteur a fait une machine, et la machine continue à apprendre pendant qu'elle est en train d'interagir avec les humains. Je continuerai après. Merci beaucoup, Laurence de Villers, de nous avoir rassuré sur le fait qu'on n'est pas prêt d'être remplacé par les robots et d'avoir précisé ce point important que la machine peut effectivement simuler, comme dans Her, effectivement, une femme ou un homme amoureux, mais qu'elle ne l'éprouve pas. Vous avez insisté sur cette notion néanmoins de régulation par l'arrivée de ces comment les caractériser, justement, eh bien c'est là que nous avons l'intérêt d'avoir avec nous Alain Bensoussan, puisque Alain Bensoussan, entre autres, depuis longtemps déjà, milite pour un droit au robot en disant, en tant qu'avocat, que le robot, justement, est plus qu'un objet et moins qu'un être humain. Il a eu l'occasion, lui aussi, il y a quelques mois, a fait la dernière page du Figaro, donc c'est aussi un homme qui est dans... On voit que c'est des sujets et des intervenants qui sont vraiment d'actualité que nous avons ici. Et donc c'est pour ça qu'il est logique maintenant d'entendre Alain Bensoussan, que je remercie donc d'être là, sur cette question de comment réguler justement la cohabitation homme-robot. Merci de cette très gentille invitation. Merci Nicolas que je puisse être présent. Et je vous propose de hacker le monde. On peut changer le monde. Et peut-être à Zermatt, il m'est arrivé de créer comme ça quelques grandes règles qui sont devenues universelles. Je vous propose une déclaration de Zermatt. Peu m'importe ce que l'on peut faire. Ce qui importe, c'est ce que l'on peut décider de faire. Le monde de demain sera un monde où les hommes et les robots devront apprendre à vivre, ou plutôt à survivre ensemble. Je vous propose une définition. Nous sommes à l'avènement d'une IA moyenne et demain d'une IA forte. Aujourd'hui, nous sommes dans une intelligence artificielle faible. J'appelle robot logiciel un algorithme, un concentré d'algorithmes capable de prendre des décisions égales ou supérieures à l'humain. L'IA moyenne est juste là, l'IA forte, ne pas l'anticiper, c'est déjà mourir un peu face aux robots. Les robots sortent des laboratoires et envahissent, ces robots logiciels, la totalité de notre vie. Robots journalistes, et on ne sait même pas qui a écrit ces articles. Robots médecins, supérieurs à ses collègues. Robots avocats, pour prendre des métiers qui sont en train d'être happés par les robots. Alors il me semble que nous sommes en présence
effectivement d'un nouveau défi. À partir de 2 lignes. Le premier défi, c'est que ces robots logiciels sont supérieurs sur certaines plages à des humains. Jeux de Go, jeux d'échecs, ou journalistes, médecins et bien d'autres. C'est le premier défi. Et puis il y a un deuxième défi, mais je ne fais pas de la science-fiction, moi je suis un avocat de l'action. J'écris le droit des robots. Il y a des entreprises qui ont des robots et qui ont besoin de conditions générales de vente, d'utilisation, de mise en œuvre, d'assurance. Je ne suis pas dans la réflexion. Je ne veux pas vous convaincre, uniquement vous séduire. Premier défi, donc. Le deuxième défi, c'est la fracture intelligente. C'est clair, comme aujourd'hui, on utilise des prothèses de toute nature, demain, on utilisera des prothèses intelligentes. Et ce qui fera la puissance intellectuelle, la puissance d'action, la puissance de décision, la puissance financière, c'est la combinaison humain et robot. Pour résoudre ces 2 défis, je vous propose une réflexion en 2 temps. Est-ce qu'aujourd'hui, la régulation telle qu'elle existe est capable de saisir l'intelligence artificielle faible, défi d'aujourd'hui, et l'intelligence artificielle moyenne et forte, défi de demain? Et puis ensuite, je vous propose de hacker le monde, de définir tout de suite les règles pour demain. Il faut oser. Alors entrons en conversation sur la première. Non, les droits ils sont impossibles à prendre en compte. Est-ce qu'un article écrit par un journaliste, il peut être signé par le nom d'un humain? Alors on vient dire, par exemple, est-ce qu'un tableau qui est fait par un robot ne serait pas original, ne serait pas protégé? Mais lorsqu'on demande aux humains, faites le test, il y en a tout le net. On vous demande, est-ce que ce tableau a été fait par un robot ou par un humain, Turing, dans la peinture? Si vous n'êtes pas un spécialiste de la peinture comme moi, vous avez 3 ou 4 sur 10. Moi, j'ai eu 9 sur 10 et j'ai perdu une demi-heure pour trouver où il était, le robot. Faites-le, vous verrez que vous n'avez aucune chance. Il faut nécessairement réinventer quelque chose. Ce qui fait la particularité des robots, c'est pourquoi il y a une régulation en déshérence, c'est que le robot est compétent, le robot est compétent et est doté d'apprentissage. Cette double capacité, compétence et apprendre, enfin un humain en devenir. Alors ce n'est pas un objet plus, ce n'est pas un humain moins, c'est une nouvelle espèce. C'est une nouvelle espèce. Et pourquoi une nouvelle espèce? Et ça ne peut pas entrer dans le droit des humains, pas plus que dans les droits des animaux, et encore moins le droit des enfants. Arrêtons à toujours utiliser un droit d'hier pour l'innovation de demain. Les robots sont libres. Prenez la Google Car, elle décide de l'ensemble de sa stratégie. Les robots logiciels sont libres et la différence maintenant, introduisons les robots physiques. La différence entre un robot physique et un robot logiciel, un robot physique, c'est-à-dire quelque chose que l'on va saisir et pas uniquement intellectuel comme un algorithme. Un robot physique, c'est une coque munie d'éléments mécatroniques qui ont été contaminés par un robot logiciel. Et la différence entre l'un et l'autre, c'est que le robot physique peut modifier le réel. Et c'est en cela qu'on est à l'avènement d'une nouvelle civilisation, la robo-humanité. C'est le nom que je lui ai donné. Ces robots sont libres, libres de décider, libres d'apprendre, libres de vivre avec nous. Alors, les humains, lorsque on a mis en place des droits, ça vient de leur liberté, et on a créé la personnalité juridique avec des droits et des obligations. Et lorsque les personnes morales sont arrivées, personne n'a jamais dit bonjour à une personne morale, ça n'empêche pas d'exister la personne morale, d'avoir un honneur. Certains maintenant plaident pour avoir aussi un domicile, une vie privée. On a créé une personnalité juridique particulière. Et dans la comparaison, la réclusion criminelle à perpétuité a été transformée pour les personnes morales en fermeture, sorte de peine de mort économique. Alors osons, personne physique, personnalité juridique générale, personne morale, personnalité juridique particulière, personne robot, personnalité juridique singulière. Ce n'est qu'une marmite, ce n'est qu'un moyen que j'ai proposé au monde pour organiser de manière apaisée
la vie future avec les robots. Quelle vie? Quel droit? Un groupe, ils sont quelques-uns dans la salle, un groupe de hackers ont décidé de se réunir pour proposer, et ce sera ma deuxième partie après, un droit à inventer des règles à proposer. Nous sommes un groupe à vouloir écrire le droit humain des robots, un droit universel, un droit humaniste, où quels que soient les pays du monde, nous aurions les mêmes règles. Et là, ça peut vous paraître un tout petit peu effrayant, mais pas du tout. La plupart des pays du monde ont les mêmes droits en technologie. Le droit est piloté par la technologie. Informatique et liberté, vous le trouverez dans le monde entier, la protection des données personnelles. La protection des logiciels, les règles sont totalement similaires. La protection de la signature électronique, à peu près identique. Le commerce électronique, les mêmes règles. Le monde est piloté par la technologie, alors le monde des robots peut effectivement être écrit. Et je vous propose d'écrire à travers 3 règles. La première, une responsabilité particulière. Est responsable l'IA. La deuxième, une traçabilité. Il est normal que les robots puissent être tracés. Mais en même temps qu'on trace les robots, on peut tracer leurs compagnons. Et donc, il y a là un arbitrage à faire. Et enfin, la vraie règle. La règle que je voudrais poser à Zermatt. La règle que je voudrais que chacun d'entre nous réfléchisse. C'est que si on veut des robots à usage humain, la première des règles, il faut coder les robots. Les coder, imposer un code éthique des robots. Et la première règle, ce n'est pas les lois d'Asimov. On peut les prendre, mais il a passé son temps à montrer qu'elles ne marchaient pas. La première règle, celle qui me paraît la règle de combat et pour lesquelles je voudrais m'engager et vous demander de venir avec moi, c'est d'appliquer la règle du bon samaritain pour les robots d'aujourd'hui et de demain. Merci. Merci, Soussan. Donc, je retiens votre règle du bon samaritain est dans la volonté de dépasser les fameuses lois d'Asimov et aussi ce parallèle intéressant donc avec les personnes morales évidemment puisque les personnes morales ont développé donc un droit spécifique. Alors maintenant nous allons donc entendre Pierre Giorgini. Pierre donc est le président recteur de l'Université catholique de Lille. Il est l'ancien directeur de recherche de Orange et il a écrit un ouvrage La Révolution fulgurante qui a été un ouvrage la transition fulgurante. La Révolution fulgurante, c'est un titre de chapitre que j'ai écrit pour rendre hommage justement à la transition fulgurante de Pierre Giorgini sur justement l'impact des nouvelles technologies sur notre vie. Donc la parole est à Pierre. Merci. Difficile. Je me dis heureusement que j'interviens pas en 4e, sinon je serais complètement tassé dans ma chaise. Je prendrai peut-être un point de vue un peu différent. Déjà en me situant peut-être à mi-chemin entre, au fond, c'est vrai, cette fantasmagorie qui est développée à coups de médias par les géants du net et Google et autres autour de l'intelligence artificielle, comme ils disent, et de son explosion, de son humanisation, mais aussi avec peut-être une légère défiance également pour des chercheurs qui passent beaucoup d'énergie pour nous rassurer. Voilà. Donc je me mettrai au fond à mi-chemin. Je vais peut-être prendre un point de vue un peu différent de celui qui a été pris jusqu'ici. Lorsqu'on dit robot, alors aujourd'hui, on pense immédiatement, évidemment, en première approche, pour ma génération, à Nono le robot, R2D2 ou Z6PO de Star Wars, c'est-à-dire c'est au fond la représentation qui a été retenue empiriquement dans les films et romans de science-fiction. Alors c'est une vision, je crois, et je suis d'accord avec Norbert Soussan, un peu trop restrictive, car la notion de robot renvoie à un concept qui est plus large, qu'il est d'ailleurs difficile de détourer avec précision. Les robots peuvent être effectivement industriels, culinaires, distractifs, culturels, pédagogiques, ils peuvent être matériels, purement logiciels ou les deux. Ils prennent la forme d'objets fixes ou mobiles, plus ou moins humanisés, ils peuvent être purement virtuels, en réseau, voire d'ailleurs constituer des environnements intelligents et communicants. On parle alors d'environnement ubiquitaire. En fait, je préfère dire qu'en général, ce sont des automates qui permettent théoriquement de substituer au geste humain un geste technique qui le simule et, je dirais, le falsifie.
Geste humain s'entend ici au sens général, geste physique, la main, geste intellectuel, la tête, geste affectif, le cœur, et toutes les combinaisons possibles qui conduisent à ce qu'on appelle une activité humaine, vendre, distraire, enseigner, fabriquer, tenir compagnie. Bien évidemment, ce travail de substitution ne se fait pas sans modification du geste, et on peut alors observer, au fond, une double altération. Une dans le sens d'une augmentation de sa performance, sa force, son habileté, son ampleur, sa précision, sa vitesse, son accessibilité, sa pseudo-empathie, et simultanément, au fond, une réduction du geste. En effet, il ne sera jamais la même chose d'être conduit par son mari et par sa Google Car. Il ne sera jamais pareil d'être soigné par un robot et par son médecin. Pour la justice prédictive, par exemple, il ne sera jamais la même chose d'être jugé par un juge et par un logiciel en réseau, comme il n'est pas pareil d'ailleurs, de jouer au poker en réseau et de le faire dans son salon avec une bande de copains, un pack de bière ou une bonne bouteille de vin. Cette opération de substitution, voire de falsification, induit donc à la fois un mouvement d'enrichissement, mais aussi de réduction, par la disparition partielle ou totale des interactions physiques avec l'être ou les êtres humains ainsi substitués, entraînant la transformation de la nature multisensorielle, intégrée de l'échange, dans sa dimension y compris métaphysique, c'est-à-dire au-delà de ce qui est. Ce processus d'automatisation du geste humain n'est pas nouveau. Il s'est en premier lieu focalisé sur ce que Hannah Arendt appelle le fardeau de l'asservissement à la nécessité, dont elle imagine d'ailleurs la fin complète dans la condition de l'homme moderne. Vieux comme le monde, dit-elle, c'était un privilège tant convoité par les minorités depuis que l'histoire existe. On a d'ailleurs très vite utilisé les animaux, Descartes d'ailleurs les considérait comme des automates, à cette fin. Alors pourquoi ce sujet fait-il une irruption massive aujourd'hui dans le débat scientifique et public ? Parce que nous vivons une véritable transition fulgurante dans la capacité de substitution, de falsification de ces robots, du fait évidemment de l'explosion des neurosciences, et nous venons d'en parler. La question qui se pose alors pour moi dans tous les champs de la vie, individuelle et en société, en particulier dans celui de l'économie, est la question suivante: qu'est-ce qui reste d'irréductible dans ce processus de falsification ? Et quelles valeurs nos sociétés humaines sont-elles prêtes à y affecter ? Je ne parle pas seulement ici de la valeur marchande. On peut citer les guichets des banques sans guichetier, les magasins sans vendeurs, les usines sans ouvriers, les camions de livraison sans chauffeur, mais aussi peut-être un jour les hôpitaux sans soignants, les tribunaux sans juges. Si on se place dans le champ purement économique, le passage identifié par le prix Nobel d'économie Edmund Phelps de l'économie de l'efficacité productive à l'économie de l'intensité créative relève déjà de cette analyse. Un robot peut composer du Mozart falsifié à s'y méprendre, mais ne peut être Mozart. Économie de l'efficacité productive à celle de l'intensité créative, mais aussi donc à celle de la relation non réductible par la technologie, une économie de l'altérité vraie, en quelque sorte, intégrale. Mais cette économie-là peut-elle être pensée comme une économie monétarisée, c'est-à-dire au cœur d'une typologie qui identifie la production, la distribution et la consommation des services, associées dans une relation formalisée par le prix. De plus, alors que la propriété privée d'un bien matériel fait que le droit de regard s'achève avec le transfert de la propriété, ce n'est pas le cas dans la propriété intellectuelle. Le transfert n'interrompt pas le droit de regard, qui peut même être dictatorial. L'enjeu est de taille, car comme le dit mon ami Patrick Vivray, l'alternative n'est rien d'autre que celle qui consisterait à faire de la post-humanité une sous-humanité, voire même une sous-humanité exposée à un risque d'exterminisme. Les cas existent hélas, si elle s'avisait de se rebeller, alors que nous avons peut-être l'opportunité d'en faire une pleine humanité. Quels seront donc demain les nouveaux espaces où s'exercera cette altérité vraie ? Seront-ils inclusifs ou communautarisés ? Seront-ils intégrés au marché, privatisés ou exercés dans l'espace public, ou tout cela à la fois ? Faciliteront-ils, comme le dit Emmanuel Lévinas, l'irruption de l'éthique
par l'accès à l'infinie transcendance du visage de l'autre, ou par, comme le dit Jürgen Habermas, un agir communicationnel inclusif. Il ne s'agit donc rien de moins que de parier sur notre capacité collective à substituer dans nos sociétés, comme principe directeur de nos comportements et de nos prises de décision, l'éthique à l'économique. Il ne s'agit rien de moins que de passer d'une économie de l'aliénation et de l'épuisement des stocks disponibles, humains et naturels, à une économie de l'alliance et de la régénération, ou encore de passer de l'économie du moi à l'économie de l'autre. Il n'est d'ailleurs pas un hasard de constater que les nouveaux tiers-lieux d'exercice d'une éthique de la production, de la consommation, du prendre soin, sont souvent basés sur l'altruisme et le don, voire le troc, ou encore sur des monnaies locales qui deviennent signifiantes, c'est-à-dire porteuses de sens, et non pas seulement une quantité inerte et universelle, laïcisée en quelque sorte. Ils échappent le plus souvent aux organisations publiques et proviennent d'initiatives citoyennes, individuelles, voire entrepreneuriales. Mon ami Paul Jorion, dans la préface de notre futur ouvrage, La tentation d'Eugénie, soulève deux difficultés essentielles à une telle transposition qui, dit-il, requiert pour être vaincu pas moins qu'un changement de paradigme, un déplacement du cadre de notre représentation du monde. Le premier, c'est l'habitude désastreuse que nous avons prise de supposer une équivalence entre une quantité, le prix, et une qualité, la valeur, le prix étant censé rendre visible aux yeux de tous, sur la scène de la vie quotidienne, une valeur qui en serait la vérité ultime, mais qui, pour une raison obscure, voudrait rester dissimulée dans les coulisses de la formation du prix. Or, cet isomorphisme perçu par les décideurs et acteurs publics, je signale d'ailleurs au risque énoncé par les économistes sérieux depuis longtemps, entre la mathématisation de la valeur dans un espace formel, qui est celui du marché régulé par les prix, que l'on appelle à tort marché d'ailleurs, et le marché au sens général, c'est-à-dire les lieux de tous les échanges, abaisse l'exercice éthique ou celui d'une altérité vraie basée sur des engagements, des valeurs, une morale, la bonne foi, la parole donnée, au même niveau qu'un contrat dont la valeur dépendrait du prix exigé par les victimes de son non-respect. Le second obstacle à la substitution de l'éthique à l'économie, c'est l'extraterritorialité que nous avons tolérée, parce qu'elle est exigée de nous, pris en otage par ces praticiens, de l'économie par rapport à l'éthique. Les notions de rationalité économique et d'homo economicus, rationnel, l'exigent de nous, affirme-t-on. Je conclurai donc en disant qu'il ne s'agit rien de moins qu'une révolution copernicienne, car en effet, cette forme de laïcisation de l'économie, qui a renvoyé à la périphérie ce que nous venons de voir comme la part irréductible de l'échange entre les hommes, de l'altérité vraie, une fois déployée la robotisation généralisée, empêchera de remettre au cœur l'émergence éthique et de renvoyer à la périphérie les questions purement économiques. Il est donc plus que nécessaire pour toutes les institutions et organisations, y compris et surtout les entreprises, de sortir l'éthique de ces comités d'experts et d'ouvrir partout des tiers-lieux inclusifs, non jugeants, lieux de rencontres physiques et de dialogue entre les clients, les usagers, les salariés, les partenaires, les experts, les citoyens, les exclus, les acteurs de périphérie, où l'égalité de dignité serait la règle et d'où émergerait, par l'agir communicationnel et l'altérité vraie, un point de vue éthique sur tous les sujets pouvant concerner directement et indirectement le vivre ensemble. Point de vue qui, à minima, influencerait les décisions de nature économique et, au mieux, en prendrait le lead. Au fond, il ne s'agit de rien d'autre que de rétablir la prévalence des dignités comme principe de la vie des êtres humains dans une polis où Mammon règne en maître. Merci. Merci Pierre Cherghini. Alors, Pierre a élargi le débat au secteur économique et à la dimension et la nature de l'économie, et on va l'élargir encore un peu en passant la parole à notre quatrième intervenant qui est un philosophe, Bertrand Vergely, et qui est l'auteur d'un livre remarqué, La tentation de l'homme-dieu, où justement il traite de ces sujets de l'avenir de l'humanité par rapport à la robotisation. Merci. Bertrand. Je vous salue toutes et toutes. Je voudrais revenir à la question qui est la nôtre, à savoir les robots et l'avenir de l'homme.
Je crois que pour aborder cette question, il convient de ne pas confondre deux ordres. D'abord, ce qui est une relation saine, et d'autre part, ce qui est une relation malsaine. La relation saine réside dans la matière suivante. Les robots existent et quand on sait les mettre à leur place, tout fonctionne très bien. Qu'est-ce que c'est que mettre les robots à leur place? C'est considérer que ce sont de simples machines et de vulgaires machines. Il existe actuellement des robots qui sont dans notre vie, personne ne s'en plaint, tout le monde va très bien et personne ne s'occupe de la question de savoir comment vivre avec les robots. Il y a des usines d'embouteillage, nous sommes très heureux qu'il y ait des robots qui remplissent de l'eau dans les bouteilles et qui puissent ainsi remplacer l'homme, éviter des tâches monotones et permettre ainsi une amélioration à la fois humaine et économique. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne très bien? C'est qu'on considère que les robots ne sont que des robots et on ne mélange pas tout. Je ne vis pas avec ma machine à laver. Je ne vis pas avec mon aspirateur, je vis avec des êtres humains, et donc l'idée de vivre avec les robots est ridicule. On ne vit pas avec des robots. Quand on vit avec sa machine à laver, c'est qu'on a un problème, et je conseille d'aller assez vite voir un psychiatre, on est au bord de la psychose. Donc l'idée totalement que je lisais hier dans le Figaro, comme quoi il va falloir organiser une vie de partage avec les robots, veut dire une chose, on ne sait plus de quoi on parle, les mots n'ont plus de sens, le mot « vivre avec » n'a plus aucun sens. Deuxièmement, il convient d'apercevoir qu'il y a une relation malsaine au robot. La relation saine au robot, c'est de considérer que le robot a une dignité d'une machine à laver. La relation malsaine au robot relève à ce que j'appelle le chat sur la table. Je considère qu'il est extrêmement désagréable de passer son dîner avec le chat de la maison qui vient sur la table et de manger devant les fesses du chat. Eh bien, je considère qu'à un moment, il faut mettre les robots à leur place, comme à un moment les enfants dorment à 8 heures, les chats sont faits pour aller dans leur panière et les robots sont faits pour aller à leur place. Or, il s'avère une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a décidé que la place du robot allait changer. Et effectivement, on est en train de nous préparer une révolution. Quelle est la révolution que l'on prépare? Ce n'est pas les robots, c'est l'invasion des robots. C'est-à-dire, on a décidé maintenant que les robots allaient s'occuper de tout. Je pense une chose, c'est que le vrai problème du robot n'est pas le robot. Les robots ne me gênent pas à partir du moment où ils sont à leur place. En revanche, ce qui me gêne, c'est que l'homme ne soit pas à sa place. Quand est-ce que l'homme est à sa place? L'homme est à sa place quand, pour poser la question de l'avenir de l'homme, il ne s'interroge pas sur les robots, mais il s'interroge sur lui-même. Nous aurons de l'avenir si nous répondons à cette question, est-ce que la vie nous intéresse? Est-ce que nous avons envie de vivre? Est-ce que la personne nous intéresse? Quand est-ce qu'il y a de l'avenir dans le monde? Il y a de l'avenir dans le monde à chaque fois qu'il y a une personne qui dit « j'aime la vie, j'ai envie de vivre, je vais me battre pour la vie ». Qu'est-ce qui fait que hier, on s'est sorti du totalitarisme? C'est qu'il y a des gens qui ont dit « le totalitarisme, je n'en veux pas, je veux vivre libre » et qui ont affirmé leur volonté. Ce n'est pas un robot qui l'a fait, c'est une volonté humaine et c'est admirable. Berdyaev disait « la liberté, la création, c'est ce qu'il y a d'irréductible, d'ineffable dans l'être humain et ce qu'il y a d'ineffable en l'être humain, c'est la volonté de vivre, c'est l'amour de la vie. » Nietzsche pose comme question dans la volonté de puissance, est-ce que l'Europe est intéressée à la vie? Et il disait, j'en doute. Pourquoi? Parce que les Européens sont fatigués de la vie et en particulier, je rajouterais, ils sont fascinés par la dépersonnalisation. Qu'est-ce qui m'inquiète dans le problème des robots? C'est absolument pas les robots, ça peut très bien se passer avec les robots. C'est ce qu'on raconte dans nos têtes. Et je remarque une chose, c'est qu'il y a 3 choses qui m'inquiètent
dans le débat sur les robots. Premièrement, c'est le débat, la manière dont il est conduit. Deuxièmement, c'est les arguments qui sont utilisés. Et troisièmement, c'est les mots qu'on emploie. Premièrement, le débat. Je m'aperçois que depuis qu'on parle des robots, on tourne en boucle. À l'égard du problème des robots, il y a 3 solutions. Première solution, les alarmistes. Il faut détruire les robots c'est mal. Deuxièmement, les enthousiastes. Arrêtez de vouloir détruire les robots c'est génial, c'est l'avenir de demain. Troisièmement, les conciliateurs. Nous allons, grâce à des bonnes lois, éviter le mal et préserver le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le débat est piégé d'avance et qu'il nous renvoie à notre vieille habitude, c'est de tout régler par le politique, de tout régler par le juridique. Qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons toujours à l'extérieur de nous-mêmes, sans partir d'une décision de vie, et nous attendons tout d'une politique et d'une juridique en disant tout se règle par le politique. Donc ça, c'est ce qui fait que de toute façon, on est d'accord pour dire la seule solution de demain au débat des robots sera juridique. La seule solution, elle ne sera pas juridique. Vous pouvez mettre toutes les règles que vous voulez. Si vous ne voulez pas vivre, les robots vous envahiront. Si vous voulez vivre, vous trouverez une très bonne relation avec les robots. Deuxièmement, quels sont les arguments qui sont utilisés? Il y en a 3. La performance, l'inéluctabilité et la bienveillance. C'est-à-dire que je suis frappé du manque de pensée à propos des robots, et quand il s'agit de penser des robots, et pas les bobos, pardonnez-moi, mais enfin, parfois ça a un rapport. Quand on a affaire aux robots, alors robots, bobos et bonobos, hein, les trois mots aujourd'hui, hein, à la mode, bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous met de la poudre aux yeux, et la poudre aux yeux, c'est de dire, écoutez mon petit Vergely, vous allez quand même pas refuser ça. Regardez la performance du robot. Vous ne pouvez pas refuser la réussite et le bonheur. Deuxièmement, on nous dit, c'est inéluctable. De toute façon, vous n'y pourrez rien. Vous ne pouvez rien contre la réalité. Lutter contre les robots, c'est trop tard, ça ne sert à rien, vous êtes ringard ou réac. Troisièmement, le troisième point, ce sera de dire, et puis, il y a un truc auquel vous n'avez pas pensé. Hier, on était pour la robotisation des robots. Aujourd'hui, on est pour l'humanisation des robots. C'est-à-dire, on va vous inventer un robot tellement humain que vous oublierez qu'il est un robot et vous demanderez pardon à un moment d'avoir dit du mal des robots. Et peut-être que vous devrez à un moment lui payer des dommages et intérêts parce que le pauvre, il aura une telle affectivité que vous l'aurez traumatisé. 2 minutes. Conclusion de tout ça. Les mots. Je crois que si nous voulons avoir quelques sauvegardes, et ça a été dit par Madame de Villers, ça a été dit par mon ami Pierre Georgini, il faudra savoir si on est d'accord avec M. Bensoussan. Ce sera l'occasion d'un programme passionnant. C'est-à-dire, on a 4 heures devant nous pour en parler. Question suivante. Je crois qu'il faut arrêter de parler de l'intelligence du robot, de la mémoire du robot et de l'affectivité du robot. Un robot n'a pas d'intelligence, un robot n'a pas de mémoire, un robot n'a pas d'affectivité. Qu'est-ce qui caractérise un robot? Premièrement, il a une puissance de calcul hors du commun. Deuxièmement, il a une puissance, entre guillemets, de mémoire hors du commun. Troisièmement, il a la capacité de répondre à des sollicitations affectives quand on le programme pour ça. Il s'avère une chose. Quand nous, êtres humains, on passe notre temps à calculer, on ne trouve pas qu'on est intelligent, on est bête. Quand quelqu'un répète tout ce qu'il a appris, on ne trouve pas qu'il est intelligent, on trouve qu'il est bête. Et quand quelqu'un a des sentiments sur commande, on ne trouve pas qu'il est intelligent, on trouve qu'on est bête. Alors ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que ce qu'on trouve bête chez nous, on trouve ça génial chez le robot. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mentalement, on est dans le discours du pervers. On est dans le discours de la transgression, on est dans le discours du cancer. J'ai ma petite nièce est cancérologue. Quelle est la définition du cancer? Elle m'a dit le cancer, c'est ce qui se passe quand un être humain ne s'occupe pas de lui. À un moment, la vie prend des voies parallèles et elle devient affolée, elle fait n'importe quoi.
Qu'est-ce qu'on est actuellement? Le vrai problème, ce n'est pas le robot, c'est que depuis longtemps, on est dans une culture du cancer. C'est-à-dire, on a tellement peu d'amour pour nous qu'à un moment, on n'a pas confiance en nous, on a bien davantage confiance dans le politique, dans les lois, dans, à un moment, les machines, dans toutes sortes de choses, en attendant d'avoir un rendez-vous avec nous-mêmes. La vérité, c'est que, à mon avis, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que l'homme, et, je veux dire, on n'a rien de mieux en magasin. Je vous remercie. Alors, merci à Bertrand Vergely pour cette intervention passionnée qui va susciter un débat. Donc, je passe tout de suite la parole à Laurence De Villers et Alain Bensoussan pour leur réaction aux propos des trois autres, puisque je crois que Laurence De Villers voulait aussi répondre à Alain Bensoussan, m'a-t-il semblé. Bon, alors, la parole est à la défense. Bon, la parole est nécessairement à la défense. Donc, Alain en premier, Laurence en second. Allez. La parole est à la défense et posons immédiatement le débat. Rappelez-vous, c'était les mêmes qui disaient que la Terre était plate. C'était les mêmes qui disaient... Attendez, 30 secondes. C'était les mêmes qui disaient que le cinéma... Attendez, 30 secondes. 30 secondes, c'était les mêmes qui disaient que le cinéma allait tuer la télévision, que la télévision allait être tuée par le jeu vidéo. C'était les mêmes. Il faut faire attention aux mots. D'abord, les robots dont j'ai donné la définition, il y a un vrai... Je ne suis pas anxiogène. Ça n'a rien à voir avec les machines à laver. Il faut faire attention quand même. La Terre, elle est vraiment plate. Vous regardez là. Ne parlons pas des machines à laver. Nous ne parlons pas des automates. Nous ne parlons pas de séries programmables. Nous parlons d'une nouvelle espèce qui est capable, par exemple, de découvrir le début d'un langage, qui est capable de découvrir, en parcourant Wikipédia, ce qu'est la confidentialité qu'on ne lui a pas apprise, qui est capable de résoudre des problèmes que l'humain n'arrive pas à résoudre malgré toute son humanité. Jeu d'échecs, jeu de Go. Aujourd'hui, une histoire. Une simple histoire pour rendre compte de la machine à laver. Parce que le débat, il est d'abord scientifique. Après, il est éthique. Et enfin, il est juridique. Une première histoire de machine à laver. Regardez-la, la machine à laver. Regardez-la bien. C'est amusant de prendre l'image du cancer. C'est terrible, le cancer. On a tous quelqu'un près de soi, voire soi. Il fait froid. On est au service des urgences. Elle regarde l'infirmière de dispatching. Elle doit avoir un diagnostic du cancer très rapidement. Elle lui explique la situation. L'infirmière demande « Voulez-vous un rendez-vous avec une machine, comme il dit ?» Pardon de comme il dit. Je respecte mon adversaire, il faut le battre sans violence. Elle lui demande « Voulez-vous un rendez-vous avec un humain ou un robot ?» Je parle d'une histoire d'aujourd'hui, d'un hôpital d'aujourd'hui. Peut-être quelqu'un proche de vous. Et la personne, entendant ce discours que je respecte, mais que je vais combattre avec loyauté, détermination, elle lui dit « Un humain, bien sûr ! Un humain, surtout !» Et là, dans les yeux de l'infirmière, elle voit que le destin est encore mal tombé. Elle lui dit « Couloir 2, madame, porte 7, il va y avoir un humain. » Mais celui d'hier, vous avez entendu, Watson ? Celui d'hier, au couloir numéro 1, il y a Watson. Watson, en colloque singulier. Et pour certains cancers, Watson se trompe une fois sur 10. Aujourd'hui, alors que son collègue humain se trompe en moyenne, grand professeur, une fois sur 2. Cela veut dire qu'on a plus d'intérêt pour être soigné aujourd'hui par des machines à laver, d'avoir un cancer géré par Watson, que d'avoir un cancer par les humains. Voilà la réalité. Alors attention de quoi on parle. On peut reprendre les mots, mais la science est présente.
J'ai la chance d'être un avocat en technologie avancée. J'ai la chance de voir et de construire le droit de ces robots. Alors, Alain, il faut qu'on ait un débat, Ouais, donc vous devez. C'est débat. pas une autre conférence. Non, non, non. Bon, c'est Laurence qui attend Vous pour avez prendre la raison. parole. Là. Vous avez raison. Surtout, Alors, je vais j'avais vous dit, dire la simplement- science, ça doit parler, donc j'ai Oui. parlé. Oui. Je voudrais dire simplement qu'il y a un enjeu parce qu'ici, à Zermatt, nous sommes peut-être des ambassadeurs d'une nouvelle civilisation. Je crois qu'il faut prendre cette question avec beaucoup, beaucoup de discernement, mais nous ne parlons pas d'automates, nous parlons de systèmes qui permettent d'être meilleurs sur ce qui fait a priori l'essence de l'humain, c'est-à-dire son intelligence. Merci Alain, on a bien compris votre défense de l'intelligence des robots. Laurence de Villers voulait intervenir là-dessus pour un point de vue qui sera, je pense, différent des deux précédents, donc intéressant. Complémentaire. Voilà. Complémentaire. J'ai entendu beaucoup de choses alarmantes avec des termes. Parlez proche du micro, là. On vous entend? Bon, ce que je voudrais, c'est qu'on ait un discours positif et pas naïf, et pas non plus mélanger tout, là, parce qu'on entend que le cancer nous gâte. Enfin, les mots sont abasourdis. Enfin, je suis abasourdie, moi, par les mots que vous utilisez. On devrait être ici pour construire l'utilisation des robots pour le bien-être de la société et pas pour raconter n'importe quoi. Donc, franchement, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je m'en aille à un moment donné, parce que voilà, c'est pas tolérable. Il faut être un peu raisonnable, hein, et j'entends aucune raison, d'idée l'un, d'idée l'autre. Donc on est sur soit l'apothéose, soit quelque chose de dramatique, mais bon, jamais dans un état un peu sain il existe une technologie, les gens la font, ce sont des humains qui la font, et on peut la réguler, et tout le monde va devoir donner son avis. C'est des comités sociétaux, c'est pas seulement les politiques, et c'est pas seulement les experts en traitement automatique qui vont devoir répondre à cette question. Mais quand même, qu'est-ce que vous connaissez de l'intériorité de ces machines? Pas grand-chose, j'ai l'impression, parce qu'en fait, on n'en est pas à un niveau très élevé non plus. Moi, je travaille sur l'apprentissage machine, justement l'adaptation de ces machines en continu. Donc, je peux vous dire que c'est pas encore énorme ce qu'on arrive à faire. Bien sûr que c'est intéressant de travailler sur le futur de tout ça et comment ça va changer la société. Bien sûr que c'est intéressant de parler du travail. Et ça, c'est fantastique. Mais vous dites, ça va remplacer les humains. Mais non, ça va remplacer des tâches que font les humains, pas des humains. Le médecin sera toujours là. C'est ça qu'on doit décider. C'est le pouvoir de décision des machines, jusqu'où on va. On va demander à des machines des expertises. Elles sont plus fortes que nous pour aller chercher dans des masses de données parce que vous n'avez pas une mémoire suffisante, vous n'avez pas connaissance de tout ça. Mais en attendant, ce qu'il faut arriver à définir dans la société, c'est jusqu'à quel niveau on va laisser ces machines décider pour nous et dans quel secteur. Et regarder ça de façon précise et pas sortir des grands banalité de ce type, quoi. Enfin, moi, je suis atterrée parce que à force de dire du mal des choses, de diaboliser, on fait peur et on ne va pas avancer. Or, il y a urgence d'avancer sur des domaines précis en ayant conscience du niveau de la technologie, de ce que ça peut engendrer comme aspect négatif dans la société, comment on peut l'utiliser pour le bien-être, pour notre bien-être dans l'économie. Pas dire non plus qu'on va être les seuls au monde à dire que non, on rejette tout ça. Quels sont les philosophes étrangers qui partagent vos sentiments, par exemple, qui parlent de cancer, À quoi ça sert de parler de cancer en parlant de l'informatique? C'est quoi? C'est le diaboliser, c'est tout? Pourquoi une nouvelle espèce? En quoi c'est une nouvelle espèce? Mais n'importe quoi. C'est une espèce pour moi, c'est extrêmement critiquable. Enfin, je vois pas en quoi on amène des solutions dans la société. Je vois pas comment on va devenir raisonnable si on est sur ce niveau de discussion. Donc, s'il vous plaît, revenons à des choses sans... Laurence, merci. Donc, comme je disais, on a 3 points de vue très différents, c'est intéressant, et qui sont soutenus avec beaucoup de vigueur et de sincérité par les intervenants. Je vais demander maintenant au 4e, Pierre Giorgini, de réagir à tout cela. Pierre? Oui, je vais peut-être essayer d'exister, j'ai quand même fait 1000 km, je veux dire, parce que mon point de vue est quand même, je crois, même s'il a peut-être été maladroitement exprimé, un peu différent. Ce que je dis, moi, c'est que les fondamentaux, au fond, de l'économie, principe de rareté, productivité liée au choc de productivité, avantages comparatifs, sont tous les 3 complètement bouleversés par les événements technologiques que nous sommes en train de vivre, et notamment les robots, les automates ou les automatismes ou les machines autonomes qui sont en train de vivre une transition, une transformation assez fulgurante. Et je dis simplement que ce que Edmund Fels appelle le passage
de l'efficacité productive à l'intensité créative est déjà pas simple en termes de modèle économique, parce que ça ne répond pas, l'économie créative ne répond absolument pas au même modèle que l'économie classique jusqu'à maintenant. Mais ce que j'ajoute de plus, c'est que l'irréductible, nous allons devoir nous poser la question de l'irréductible, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être substitué ou falsifié par les machines aujourd'hui, mais aussi de ce que nous pouvons en prévoir pour demain, pour inventer l'économie de la relation vraie, l'économie de l'altérité vraie, etc. Et je dis qu'aujourd'hui, on n'est pas complètement parti pour ça. Donc c'est ça le débat que je souhaite introduire. Et je dis que du coup, moi ce que je remarque, c'est que dans beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple très concret. Moi, je suis très concret. J'ai la chance de travailler avec, dans des boards stratégiques de grandes banques. Qu'ont fait les banques jusqu'à maintenant? Elles se sont laissées grignoter au nom du marché par les banques à distance et les automates tous leurs guichets d'accueil. C'est-à-dire ils sont partis dans la banque sans guichet. Et aujourd'hui, ils se disent, on n'a pas travaillé sur qu'est-ce qui est irréductible dans la relation d'une banque avec ses clients, avec ses partenaires, etc. Et ils sont en train de mener des réflexions sur c'est quoi le front office de demain, et ils se rendent compte que le front office de demain ne sera absolument pas simplement un front office bancaire qui rendra des services bancaires. Donc cette réflexion qui est à la fois éthique, qui est aussi quelle société nous voulons demain, quel travail nous voulons demain, etc. Je dis, il faut le sortir des comités éthiques d'experts pour le rendre, le répartir parmi les citoyens, parmi les salariés, parmi les exclus, etc. Et de créer ces fameux tiers-lieux. Il faut que ce débat réenvahisse toute notre société et le monde entier. Je ne dis rien de plus que cela. Non, voilà. Non, excusez-moi d'être plus modéré. C'est essentiel sur la question de la réorganisation de la société. Ne vous absolument. excusez pas d'être modéré. On a encore 5 minutes, Bertrand. Des réponses très rapides. Alors, je m'aperçois une chose, c'est qu'on n'a absolument pas écouté ce que j'ai dit. On n'a pas écouté ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que j'ai dit que ça pouvait très bien se passer avec les robots. Et donc, ne dites pas que je diabolise les robots. Ça veut dire que vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit une chose qu'il faut distinguer, d'une part, un usage normal des robots, et d'autre part, un usage qui n'est pas normal. Et qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est qu'à un moment, notre avenir dépend de notre amour de la vie et de notre volonté de vivre. Et que ça, actuellement, on est en train de nous dire, notre avenir dépend de la performance des robots, ça va être génial, ou alors notre avenir dépend d'une bonne loi de régulation qui nous permettra de prendre le bon et d'éviter le mauvais. Notre avenir, il dépend de nous. Est-ce que nous aimons la vie? Est-ce que nous avons envie de vivre? Est-ce que nous avons une véritable intériorité? Ce n'est pas les robots qui ont une intériorité. Je pense qu'on nous fait oublier une chose, c'est que derrière tous les robots, il y a toujours quelqu'un qui a programmé les robots, même pour se déprogrammer ou même pour se reprogrammer. Et moi je dis, ne soyons pas fascinés par la dépersonnalisation. La fascination par la dépersonnalisation, c'est ça qu'on appelle un cancer, c'est ça qu'on appelle la transgression, c'est ça qu'on appelle la perversion, et je vous renvoie là-dessus à tout le discours psychanalytique et à la définition du pervers en psychanalyse. Alors, En tout cas, Alain, 30 secondes, ensuite Laurence. 30 secondes, Alain. 30 secondes pour essayer simplement de dessiner 2 éléments de réflexion. Premier élément, il est évident que, ne l'appelez pas nouvelle espèce, c'est comme vous voulez. Moi, il me faut des concepts pour amener du droit. Peu m'importe. Appelez ce que vous voulez. Ce n'est pas la notion d'espèce. On est plusieurs créateurs de robots, créateurs de droit, à parler de nouvelle espèce. Voilà, je n'ai pas le seul. Le concepteur de Nao parle de nouvelle espèce. Les Japonais parlent de nouvelle espèce. Des pays donnent la personnalité juridique à des rivières, à des montagnes. Des montagnes et des rivières ont la personnalité juridique. Voilà le droit d'aujourd'hui qui est en train de se créer. Des droits qui ne sont pas transgressions, qui ne sont pas pervers. Nous pensons tous que la planète doit être défendue par chacun d'entre nous et que cette planète peut avoir des droits, peut avoir une existence. Alors on lui donne des mots. Voilà. La personne rivière, ça existe dans certains pays. Et elle a le droit à l'existence, et elle a le droit d'être protégée. Donc j'attire votre attention sur ces nouveaux droits qui ne sont pas pernicieux, transgressifs, psychanalytiques. Ils sont simplement la volonté de protéger de nouveaux enjeux. Je vous propose de regarder ces nouveaux dessins. Premier élément. Et deuxième élément, attention. Deuxième élément, la notion d'intelligence. Je ne crois pas au principe de neutralité de l'intelligence artificielle. Je ne crois pas que ces voitures autonomes
Le fait de programmer, par exemple, une voiture, ça ne dépend pas de l'humain. Il est trop loin, l'humain. Bien sûr qu'il est là, l'humain. Mais dès le moment où la machine est capable de se reprogrammer, de réinventer des règles qu'on ne lui a pas données, je pense qu'il est temps de réfléchir, certes à un débat éthique, certes à un débat philosophique, mais aussi à un débat juridique pour dire dans cette société, peut-on admettre que seuls les codeurs de nos règles soient les décideurs de notre vie? L'enjeu, il est là. Le code informatique, demain, risque d'être le code de loi parce qu'on n'a pas écrit la loi de ce code. Oui, on a bien compris, Audrey. Alors, Non. oui, alors, Laurence et ensuite Pierre, pour le dernier tour de table, et Bertrand, chacun aura parlé 3 fois. Alors, non, Laurence, à vous. Bon, moi, je trouve ça formidable que déjà on en parle de tout ça. Donc, il y a quand même un réveil citoyen, ça c'est bien. Des philosophes, de toutes les, si vous voulez, de toutes les disciplines autour de ce sujet. Ça c'est bien. Parce qu'on était un petit peu noyé sur finalement l'automatisation à tout va, la commercialisation à tout va, et on subissait tout ça. Et d'un seul coup, tous ces sujets finalement font réémerger l'humain. Et je pense qu'effectivement, il faut construire ces usages, ces machines autour de l'humain. C'est-à-dire c'est pour le valoriser, c'est pas autre chose. Donc, dans les facteurs économiques, moi j'aime bien entendre des grands décideurs ou des grands chefs d'entreprise comme Jean-Paul Agon qui dit voilà, maintenant quand je juge mes employés dans ma boîte, je juge aussi il y a des métriques pour voir comment ils utilisent les ressources, donc à un point de vue écologique et à un point de vue aussi d'entraide avec les autres. Comment ils ont aidé d'autres personnes dans la société à apprendre des concepts nouveaux. Donc je pense que fondamentalement, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut revoir très clairement les métriques d'évaluation qu'on a aussi sur les humains et qu'est-ce que c'est que le travail en termes de mérite, en termes de labeur, en termes de tâches. Il faut vraiment réfléchir là-dessus. Donc il y a des concepts fondamentaux sur lesquels nous allons enrichir le débat grâce au numérique et je suis à peu près d'accord avec vous, messieurs, que chacun dans sa discipline, qu'il y a un intérêt à pousser plus loin. Maintenant, soyons créatifs. Les machines ne sont pas créatives. Elles font des choses par imitation ou aléatoirement. Mais elles ne sont pas capables de se rendre compte que l'aléatoire est intéressant, parce qu'elles ont créé quelque chose de nouveau qui aurait un sens. Elles n'en sont pas capables. C'est l'humain derrière qui va se dire « Ah là, c'est bien, donc on va refaire ». D'elles-mêmes, elles n'auront pas cette intuition de cet hasard apporte de la connaissance. Il n'y a pas de connaissance dans ces machines pour l'instant, donc il ne faut pas brouiller le débat. Qu'est-ce que ça sera plus tard? Moi, le vrai danger que je vois, ce sont d'oublier qu'on va mettre bientôt des machines avec des gens vulnérables dans la société et de ne pas se préoccuper d'encadrer tout ça. Moi, j'ai des parents qui sont âgés. J'aimerais bien que ces machines leur soient utiles. Donc, je suis sur quelque chose de très concret. Et je ne voudrais pas qu'on bloque la science non plus, qu'on bloque la réflexion et qu'on se dise avec grands mots que tout ça est un danger terrible. Il faudrait qu'on soit un peu plus rationnel. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que nous avons effectivement à anticiper. Anticiper, quand j'entends 2050, je dis mais arrêtez, stop, quoi. C'est la futurologie, tout ça. Ça bouge tellement vite, il faut anticiper à quoi? 10 ans. Il faut raisonner maintenant à 10 ans. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que ça va? Ce qui m'inquiète beaucoup, ce sont les aspects cyborg, le mélange entre vivant et artefact. Quand j'entends des gens comme Elon Musk qui nous parlent de sa société pour faire des implants cérébraux qu'on va mettre dans le cerveau de nos enfants pour améliorer le quotient intellectuel, tout ça, ce sont des âneries, quoi. Donc la technologie n'est pas au point et pourtant on vous envoie ça dans les médias. Donc nous, scientifiques, on a comme nécessité de maintenant venir dire dans le débat public, c'est faux. Vous avancez sur des hypothèses fausses. Donc soyez raisonnables, revenez à des hypothèses plus rationnelles et vérifiées. Merci Laurence. Pierre, et ensuite 30 secondes Bertrand. Et une minute. Pierre, la parole est à Pierre. Non, alors je vais être très court pour laisser Bertrand retrouver son égalité. Juste, on parle à plusieurs reprises des Google Cars. On a organisé, donc à Lille, on a une très grosse équipe aujourd'hui, ces questions éthiques et technologie. On a organisé un colloque sur ce sujet. Lorsqu'il s'agit de programmer une Google Car sur ce que Dominique Lambert appelle le dilemme tragique, c'est-à-dire lorsque je suis confronté à une situation qui consiste à choisir entre flinguer la voiture et ses occupants ou écraser trois enfants qui marchent sur le trottoir. Je suis dans la situation qu'on appelle le dilemme tragique. Il va bien falloir implanter un algorithme qui va décider du choix qui sera fait. Et lorsque l'on fait ça, eh bien, on arrive à ce que j'appelle l'irréductible, qui est la question de la responsabilité ultime. Et donc, quand je dis que nous allons devoir réfléchir sur qu'est-ce qu'il y a d'irréductible dans notre humanité
y compris dans un champ économique où la performance des Google Cars est indiscutable, et même dans le champ éthique, puisque les calculs qui ont été faits sur la Google Carisation de l'ensemble de la mobilité dans un pays comme la France sauveraient à peu près 2500 vies humaines et de 10 à 15 000 blessés. La question qui se pose, c'est la question du dilemme tragique et de la responsabilité ultime. Et je pense qu'il y a dans tous les domaines une réflexion à avoir sur cet irréductible que nous allons devoir préserver et surtout ne pas céder aux machines au risque de ne pas laisser circuler les Google Cars. Et c'est pas être rétro que de dire ça pour moi, c'est être moderne. Merci. Alors on va essayer de faire un peu une synthèse rapide. Nous avons 4 positions ici par rapport à un véritable problème. Le véritable problème, il est posé par M. Bensoussan et qui a dit « Attention, le robot n'est pas une machine à laver, c'est un humain en devenir » et M. Bensoussan nous propose des lois pour pouvoir bien organiser cela. Je me félicite que Mme de Villers, qui voulait quitter la salle juste après mon intervention, finalement trouve formidable qu'on pose le débat en l'espace de 5 minutes, un retournement admirable. Je suis content parce qu'au moins on reste, et ça fait plaisir d'avoir au moins une femme parmi nous, ça ne peut nous faire que du bien. Bon, alors Mme de Villers, elle dit l'humain en devenir, c'est très grave, une machine est une machine et je me méfie de la confusion entre les artefacts et d'autre part l'homme. Alors, chère madame, vous devriez aimer ce que je dis contre les pervers, parce que la confusion entre artifice et nature, c'est l'essence même du pervers. Qu'est-ce que c'est que le pervers? C'est celui qui veut tout manipuler et qui fait sauter toutes les limites. Alors, on est déjà en train d'essayer de faire sauter la limite entre hommes et femmes, et maintenant, il y a un deuxième défi qui est donné, c'est la limite entre hommes et machines. Artificialisation totale de la société, manipulation totale, et derrière, ça va permettre à beaucoup de gens de nous vendre des tas de trucs. Troisième point, Pierre Giorgini est pour l'éthique. Alors moi, je vais revenir à la tradition de l'Occident. Depuis Socrate et depuis le connais-toi toi-même qui est au haut du temple de Delphes, la société occidentale est fondée sur quelque chose de génial, qui est non pas le procès d'objectivation de l'homme, mais le projet de subjectivation. C'est-à-dire que dès que les personnes sont subjectives, elles deviennent géniales. Et ce qu'il faut, c'est se subjectiver. Qui est-ce qui a dit ça? C'est Socrate, c'est toute la tradition chrétienne avec saint Augustin et les pères de l'Église. Ça a été également tout l'humanisme à partir de Montaigne, de Descartes et de Kant. Ça va également vers l'humanisme moderne avec Sartre, avec Lévinas et avec Paul Ricoeur. Et donc, c'est la seule chose que je dis. Je suis sûr qu'avec les machines, ça va aller bien si nous allons bien avec nous-mêmes. Mais si nous ne nous occupons pas de nous subjectiver, là, nous commencerons à aller mal. Merci. Donc, on applaudit tous les intervenants qui ont tous été vraiment... nous ont donné avec une grande sincérité leur point de vue. Et donc, vous aurez la chance de les retrouver tous en atelier